Conférencière Dany Tremblay. Dany Tremblay est conseillère en génétique. Elle a gradué de l'Université de Montréal et elle a fait son projet qu'elle nous présente aujourd'hui avec le docteur Antoine Duquette. Puis elle travaille maintenant à la clinique de la neurofibromatose du CHUM. Donc, sans plus attendre, je vous la laisse. Bonjour tout le monde. Il y a peut-être des gens qui ont vu mon nom passer ou qui m'ont déjà vu en clinique, mais je suis quand même relativement nouvelle là, dans le monde de l'ANF. Comme Frédéric l'a dit, moi j'ai fait ma maîtrise en conseil génétique à l'Université de Montréal. Puis dans le cadre de ma maîtrise, j'ai fait un projet de recherche qui était sur le rôle du conseil génétique par rapport au projet de famille chez les patients adultes avec la NF1. Donc ça se peut que vous ayez vu ça passer là, dans la dernière année, c'était l'hiver passé qu'on faisait passer le questionnaire pour ça. Puis je vous présente aujourd'hui un petit peu là, une partie des résultats de ce projet-là. Donc, un petit peu mon plan là, pour aujourd'hui. Je vais faire un petit recap là, de la prise en charge des patients avec la NF1 en ce moment, de quoi ça a l'air. Mon projet de recherche, je vais parler d'une partie des résultats, particulièrement sur le projet de famille et des options reproductives. Puis je vais glisser un petit mot sur la nouvelle clinique NF1 adulte au CHUM pour vous donner un petit aperçu là, de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, premièrement, prise en charge actuelle pour la NF. Donc, ce qu'on sait là, quand même qui est bien connu dans la littérature, c'est que la prise en charge dans le milieu pédiatrique est quand même bien connue, c'est bien établi. On a une approche qui est assez familiale, qui est centrée sur le développement de l'enfant. C'est bien encadré. Il y a des équipes multidisciplinaires là, qui suivent les enfants avec la NF1. Donc, ça n'en plus. On sait que rendu au moment de transitionner du milieu pédiatrique au milieu adulte, bien, ça peut être un petit peu plus difficile. Il y a beaucoup de pertes de suivi. Il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont vécu malheureusement. Puis ça a été vraiment décrit dans la littérature comme quelque chose qui est assez difficile là, pour les patients. C'est pas seulement les patients NF1, mais on le voit là, entre autres chez ces patients-là. Puis là, on arrive dans le milieu adulte où là, il y a moins de support, il y a moins de suivi qui est fait. Ça favorise beaucoup plus l'autonomie. Puis c'est là, des fois, là, qu'on se rend compte que, bon, on ne fait plus de suivi, même si on devrait peut-être là, continuer à en faire. Puis pourquoi la prise en charge des adultes n'est pas optimale pour la NF1? Mais les études, il y en a certaines qui ont trouvé que c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes ressources qui sont accessibles dans le milieu médical. Donc, des ressources qui sont faciles, des numéros de contact avec qui on peut entrer en contact si on a des questions. C'est vraiment super important là, pour la prise en charge en milieu adulte. Puis, il y a aussi un certain manque de compréhension de c'est quoi la condition, c'est quoi toutes les manifestations possibles. Vous le savez un peu toutes, là, la NF1, ça peut être très, 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 très large. Puis de savoir, mais qu'est-ce qui est important à surveiller? Qu'est-ce qui vaut la peine là, qu'on aille chercher un petit peu plus loin? Puis ça va être super important que les gens soient au courant de ça pour savoir quoi chercher là, avec la NF. Donc, au final, là, les conclusions de ça, c'est que le suivi des patients NF devrait vraiment être fait par une clinique spécialisée, si possible, ou du moins là, par un neurologue ou un généticien qui est spécialisé avec la NF. Donc, par rapport au projet de famille, moi, c'est ce qui m'intéressait un petit peu plus. Je suis allée creuser dans la littérature pour voir qu'est-ce qu'on retrouve là, pour les patients avec la NF1. Puis on voyait beaucoup que les jeunes adultes disaient, bon, on veut plus d'informations sur la génétique, sur la reproduction, mais on se demande à quel âge c'est le bon moment pour faire ça. Souvent, la NF1, c'est un diagnostic qui est posé en enfance. Est-ce que c'est nécessairement à ce moment-là que c'est bien de parler aux enfants avec la NF, de fonder une famille? Peut-être pas. Là, quand ils ont 18 ans, est-ce que c'est un meilleur moment? Peut-être, mais souvent, on les perd au suivi. Donc, on se retrouve un peu dans un flou. Cette information-là, souvent, elle n'est juste jamais transmise. Puis, on se pose la question à savoir, c'est quand le meilleur moment là, de transmettre cette information-là. Une deuxième chose, c'est qu'on voit que les choix par rapport au projet de famille sont très hétérogènes. Là, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Puis, ça n'a pas vraiment de rapport avec la sévérité. Puis, c'est ça vous allez voir là, dans mes résultats, c'est ça qui est ressorti aussi. Il y a aussi par rapport à tester une grossesse, encore là, on va en parler plus tard, mais il y en a quand même la moitié à peu près qui disait qu'ils étaient intéressés. Puis ça, c'est ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Là, c'est pas nécessairement ici au Québec. Au niveau de faire de la fécondation in vitro, de faire un don de sperme ou un don d'ovule, c'était très, très peu décrit, là, c'était très, très peu connu dans la littérature. Puis, on voit que c'est quelque chose qui est récurrent, qu'il y a vraiment une incertitude en raison de la variabilité de la NF1. Là, on ne sait pas tout à fait toujours à quoi s'attendre, même dans une famille. Donc, ça complique un petit peu le projet là, d'avoir des enfants. Puis, dernière chose, c'est qu'il y a un article qui était super intéressant qui parlait qu'il y avait vraiment comme une tendance à percevoir la NF
d'un côté à l'autre d'un spectre de sévérité. Là, ça va vraiment des gens qui vont penser que c'est très, très léger, qu'il n'y a vraiment pas de complications majeures. Puis il y en a d'autres qui vont complètement à l'autre extrême, qui vont dire, mais la NF, c'est vraiment une condition qui est, entre guillemets, sévère, qui justifie de ne pas avoir d'enfant. Donc vraiment, là, on retrouve tout le continuum là, de perception dans les adultes avec la NF. Donc, mon projet de recherche à moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi on l'a fait d'abord? C'est que on disait, bon, on va chercher le suivi des adultes avec la NF1 au Québec. Est-ce qu'on a de l'information? Puis on a trouvé pas grand-chose. Donc, on s'est dit, ce serait bien au moins de savoir, bien, qu'est-ce qui se passe au Québec? Là, oui, on l'a vu dans la littérature, on l'a vu dans les livres. Ailleurs dans le monde, on veut savoir qu'est-ce qui se passe ici. Puis on cherchait aussi bien, sur le projet de famille des adultes avec la NF au Québec. Puis encore là, on n'a trouvé pas beaucoup d'informations. Donc, on s'est dit que ce serait bien là, d'aller faire ce projet de recherche-là pour au moins tâter le terrain, là, voir qu'est-ce qui se fait en ce moment. Puis nos objectifs, bien, premièrement, c'est d'identifier justement les besoins des adultes avec l'ANF, puis c'est par rapport à leurs besoins en termes d'éducation, de projet de famille, des besoins matériels aussi, de voir c'est quoi leur vécu par rapport à fonder une famille, puis éventuellement là, prendre connaissance de leurs impressions pour être capable de mieux les prendre en charge dans le milieu adulte. Comment on a fait ça? Comme je vous ai dit, c'est un questionnaire là, qui a circulé via la NFQ, mais aussi par McGill, puis par le CHUM. Donc, on a vraiment fait là, un recrutement de patients adultes. Donc, nous, on a décidé d'inclure là, entre 18 et 40 ans avec un diagnostic de NF1. C'est nos seuls critères là, pour être inclus dans l'étude. Puis, ça s'est fait là, par téléphone, ce recrutement-là, ou comme je dis, par courrier. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais le questionnaire, pour ceux qui l'ont complété, vous l'avez vu, là, c'était sur la plateforme SurveyMonkey. On avait 54 questions différentes, puis étaient en différentes catégories. Donc, les données démographiques, on a plus l'âge, le sexe, des questions plus par rapport aux revenus, à la situation conjugale, les données médicales, donc l'âge au diagnostic, un petit peu les symptômes qui revenaient. La prise en charge actuelle, donc est-ce que les gens bénéficient d'un suivi? Est-ce qu'ils veulent avoir un suivi qui est un petit peu différent? Donc, on a posé ces questions-là aussi. Les connaissances et les besoins par rapport à la NF, surtout par rapport au côté génétique. C'est sûr que moi, je suis conseillère en génétique. Genre, j'ai peut-être un petit biais là, pour la génétique. Vous avez un peu plus de questions là-dessus. Le projet de famille, comme je vous dis, est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on veut fonder une famille? Puis, la qualité de vie, là, c'est un questionnaire qui avait déjà été bâti par une autre équipe, qui est vraiment des questions qui sont spécifiques à l'ANF. On a posé cette question-là pour avoir un petit peu une idée de la sévérité, là, entre guillemets, de la condition, pour nous donner une évaluation là, approximative. Donc, qui a répondu? Bien, au total, on a eu 94 réponses, qui est quand même beaucoup pour la petite période là, où on a fait circuler le questionnaire. Au total, il y en a 69 qu'on a réussi à inclure. On avait une bonne partie de questionnaire qui était complet, puis on a quelques-uns qui étaient incomplets, mais qu'on avait quand même assez de réponses là, pour les inclure. Puis ceux qu'on a exclus, bien, il y en avait quelques-uns qui n'avaient pas de diagnostic de NF1, donc c'est sûr que ça ne cadrait pas là, dans notre projet. Il y a quelques abandons aussi en cours. Il y a le consentement qui avait été refusé là, à quelques reprises, puis des questionnaires qui étaient incomplets, qu'on n'avait pas assez d'informations pour pouvoir aller plus loin. Puis, en moyenne, là, ça prenait à peu près 15 minutes pour remplir notre questionnaire. Donc, on a essayé de garder ça le plus court possible là, pour que, justement, vous ne passiez pas trop de temps à remplir ce genre de choses-là. Alors, au niveau de qui, pour vous donner une idée là, des données démographiques, on n'en parlera pas toutes en long ou en large. On avait quand même un petit peu plus de femmes que d'hommes qui ont répondu. Mais on est quand même allé chercher le spectre d'âge qu'on voulait. On a eu de 19 à 40 ans. En moyenne, c'était un âge de 31 ans. Donc, je pense qu'on a quand même bien représenté là, ce qu'on voulait avec notre cohorte. Alors, les résultats, moi, je vous présente aujourd'hui un peu plus les résultats par rapport au projet de famille et à la qualité de vie. Là, on a quand même eu beaucoup de données avec ce questionnaire-là qui ne sont pas toutes analysées encore, là, puis que ça prendrait beaucoup de temps à tout vous présenter ça. Donc, j'en ai choisi une petite partie sur laquelle je me suis concentrée. Donc, les deux dernières sections, là, plus sur le projet de famille puis la qualité de vie. Au niveau du projet de famille, c'était quand même super intéressant. On a demandé, bon, mais est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous voulez avoir des enfants? Voir, est-ce que c'est quelque chose qui revient là, comme question chez les patients adultes avec l'ANF? Puis on voit quand même qu'il y a une grande majorité, là, les deux sections qui sont en bleu et en turquoise, soit qui ont des enfants ou soit qui veulent avoir des enfants. Fait que c'est quelque chose qui est important de discuter puis qui est important qu'il soit abordé avec les adultes avec l'ANF parce que ça revient, c'est un intérêt qui est présent là, chez plus que le 3/4 de toute notre cohorte
Au niveau, par contre, de l'inquiétude d'avoir un enfant atteint de la NF1, on a posé la question sur une échelle de 1 à 10, ce serait quoi votre niveau d'inquiétude? Puis, en moyenne, là, c'était presque de 8 sur 10, le niveau d'inquiétude. Donc, ça reste quelque chose que, oui, on veut avoir des enfants, mais oui, il y a des choses qui nous trottent dans la tête par rapport à ce projet de famille-là. Puis là, c'est sûr qu'on se dit, bon, c'est important qu'on en parle, puis c'est important qu'on aborde ces sujets-là encore une fois. Par la suite, on a regardé c'est quoi exactement les préoccupations liées au projet de famille. Puis vous voyez là, que ces 4 préoccupations-là, donc autant les complications en grossesse, le suivi médical chez un enfant, la variabilité de la condition, la prise en charge à long terme d'un enfant qui est atteint, j'ai mis quand même de façon assez stéréotypée pour que ce soit facile à voir en rose les femmes, en bleu les hommes, le niveau de préoccupation, donc plus c'est foncé ici, plus c'est un niveau de préoccupation qui était élevé. Puis on voit là, que pour tous les sujets, il y a quand même un niveau de préoccupation qui peut monter assez haut. Là, puis les personnes en gris ici, c'est celles qui se disent pas préoccupées du tout. Puis ça reste que c'est la minorité là, ici. Les complications en grossesse, c'est sûr que c'est un petit peu plus les femmes, on s'y attend. Mais les hommes étaient quand même assez conscients de ces complications possibles-là. Le suivi médical d'un enfant aussi, c'est quelque chose qui revient. La variabilité, peut-être un petit peu plus chez les hommes que les femmes, mais on n'avait pas de différence là, qui était significative là-dedans. Au niveau des options reproductives, donc là, je vais juste faire un petit topo là-dessus. Je sais que le Dr D'Agostino vous a vous en parlé dans sa présentation tantôt, donc on n'ira pas en long et en large, mais je voulais quand même faire un petit aperçu pour vous donner une idée là, de qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'options reproductives. Donc, on parle de pouvoir tester génétiquement une grossesse, donc soit avant ou soit pendant. Donc, qu'est-ce qui peut être fait avant une grossesse? Bien, c'est ce qu'on appelle un DPI, qui est un diagnostic pré-implantatoire, où là, c'est avec la fécondation in vitro, là, on va aller tester avant, que ce soit dans le ventre de la maman. Deuxième possibilité, bien, c'est de faire un don de sperme ou un don de vulve. Donc, comme ça, on n'utilise pas le matériel génétique là, de l'adulte qui serait atteint de la NF1, qui est une autre possibilité qui se fait avant une grossesse. Encore là, bien, il faut qu'on utilise là, des techniques de fertilisation. C'est pas une grossesse qui est conçue naturellement à ce moment-là. Puis, pendant la grossesse, bien là, c'est ce qu'on va appeler un diagnostic qui est prénatal, donc DPN. On a 2 options. Donc, on a la biopsie coriale, qui est une biopsie du placenta. On va chercher des petites cellules du placenta pour regarder la génétique du bébé, qui se fait autour de 12 semaines de grossesse. Le docteur D'Agostino va pouvoir vous en parler tantôt. Puis, on a aussi l'amniosynthèse, qui fait un petit peu la même chose, qui va aller regarder les cellules du bébé, mais là, dans le liquide amniotique dans lequel le bébé baigne, qui se fait à partir de 15 semaines de grossesse. Donc, un petit peu plus tard dans la grossesse. Puis ça, c'est vraiment notre diagnostic prénatal. Pour vous donner une idée là, à peu près de quoi ça a l'air, c'est les façons qu'on pourrait tester une grossesse pour savoir mais est-ce qu'on a un enfant qui atteint la NF1 ou pas avec la génétique. À travers tout ça, conseil génétique, c'est peut-être un petit peu flou pour voir qu'est-ce que ça fait. Une conseillère en génétique, c'est un professionnel en génétique qui travaille avec les médecins généticiens puis qui peut vraiment aider, premièrement, à soit faire un test génétique pour clarifier un diagnostic qui n'est pas super clair ou des patients avec une présentation qui est atypique. On peut aussi faire le dépistage dans une famille, donc en faisant le test génétique, de savoir qui a le même petit changement génétique qui fait qu'on développe la NF1. Puis un autre rôle aussi d'une conseillère en génétique, c'est de pouvoir préparer au diagnostic prénatal ou au diagnostic préimplantatoire selon l'intérêt des patients. Donc au moins de savoir que tout le monde sache que ça existe. Donc en mettant ces 2 choses-là ensemble, moi j'ai voulu voir est-ce que le fait d'avoir vu une conseillère en génétique, ça avait un impact sur nos patients, à savoir est-ce qu'ils connaissent plus ces options-là qu'on a parlé ou pas. Donc, c'est ça qu'on a eu ici. Dans le fond, on a regardé quel pourcentage des participants connaissaient ces méthodes-là qu'on a mentionnées. Donc, le diagnostic préimplantatoire, où on parlait avec une fertilisation in vitro, là, de faire un test génétique avant la grossesse. Le don de sperme ou le don de vulve, encore là, qu'on utilise un matériel génétique là, de quelqu'un d'autre. La biopsie coriale, la biopsie du placenta. Puis l'amniosynthèse, là, qui est mon diagnostic prénatal. Donc, on a demandé, est-ce que vous connaissez ces méthodes-là? Puis, on a séparé, qui a déjà eu un conseil génétique, donc CG, que j'ai abrégé ici, puis qui en a pas eu en vert, puis qui a déjà eu un conseil génétique en bleu, pour voir est-ce qu'il y a une différence entre les deux. On avait une petite différence, surtout au niveau de la biopsie. C'est une méthode qui est peu connue des gens qui n'avaient pas eu de conseil génétique.
Mais ce qu'on se rend compte, là, c'est qu'il nous manque, il nous reste encore beaucoup de travail à faire parce que moins que la moitié des participants, même ceux qui avaient eu un conseil génétique, là, connaissaient pas ces options-là. Fait que ça reste important qu'au moins savoir que c'est des choses qui existent. On se dit, bon, on a du travail à faire là, de ce côté-là. Puis, on a aussi demandé à savoir, bon, mais sur nos participants, il y en a combien qui ont déjà utilisé ces méthodes-là. On avait juste une personne qui avait déjà fait un diagnostic préimplantatoire, une personne qui avait eu recours à un don de sperme ou à un don de vulve, puis 2 personnes qui avaient fait la biopsie coriale. Il y avait personne dans notre cohorte qui avait fait la myosynthèse. Puis comme nous, on n'avait pas assez de monde, là, c'est quand même juste 4 personnes, on n'a pas vraiment réussi à faire des associations là, avec le reste des données avec ça parce qu'on n'avait pas assez de monde. Mais ça reste quand même, ça montre que c'est pas la majorité là, des gens qui vont aller vers ces options-là. Donc, comme je dis, ceux qui ont eu un conseil génétique connaissent mieux les options reproductives, mais c'est quand même pas idéal. Là. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, donc on aurait besoin de faire un petit peu plus de travail là, de ce côté-là. Au niveau de la qualité de vie, c'est quelque chose qui était super intéressant. Dans le fond, le questionnaire, comment il était fait, c'est que c'était 14 questions qui ont été montées par une équipe en Angleterre qui pose des questions sur toutes sortes de problèmes qui peuvent être associés à la NF1. Donc, ça va jusqu'à des problèmes de sommeil, des problèmes de vision, des troubles de mobilité, l'aspect esthétique des neurofibromes. Il y avait vraiment plusieurs questions comme ça qui sont super adaptées à la NF1. Puis, on posait la question de qualifier la sévérité un peu de ce problème-là. Donc, si on n'avait aucun problème, ça donnait 0 point. Si on avait un problème léger qu'on qualifie, qui dit on peut quand même continuer nos activités quotidiennes avec ça, ça nous donnait 1 point. Si on avait un problème qui était modéré, donc on avait quelques difficultés à poursuivre nos activités, mais ça ne nous empêchait pas complètement, ça donnait 2 points. Puis si on qualifie notre problème de sévère, là, où là vraiment ça empêche de poursuivre les activités quotidiennes, c'est là que ça donnait 3 points. Donc quand on additionnait les 14 questions comme ça nous donnait un score qu'on appelle le score de qualité de vie. Puis plus ce score-là va être élevé, bien plus on va dire que ça va être sévère, entre guillemets. Donc, quand on regarde sur nous, tous les participants qui ont répondu, bien, le score de qualité de vie là, est vraiment partout. Il y en a qui avaient un score très faible là, de 1, il y en a qui avaient des scores jusqu'à 24. Puis plus la colonne est haute, là, plus il y avait de personnes qui étaient dans cette catégorie-là. Puis on voit qu'on n'est vraiment pas capable d'uniformiser tout ça. Là. C'est, comme on dit, all over the place. C'est à travers tout le spectre là, de la NF1. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui nous surprend, là, mais on s'y attendait quand même un petit peu. J'ai quand même fait la comparaison avec l'étude sur laquelle on s'était basé là, au Royaume-Uni. Puis eux aussi, là, il y avait quand même une grande disparité là, dans leurs résultats. C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à avoir exactement les mêmes courbes, mais on voit que nous aussi, c'est très répandu. Eux aussi, là, c'était très répandu. Il y avait des scores jusqu'à 30 aussi. Alors, on a mis ce score de qualité de vie-là. Donc, on se rappelle qu'un score qui est plus faible, ça va être moins sévère. Puis un score qui est plus grand va être un petit peu plus sévère. Puis on a demandé, bon, mais c'est quoi l'impact de la NF1 sur votre désir d'avoir des enfants? Puis là, on a regardé. Puis on s'est dit, est-ce qu'il y a un lien? Puis on va regarder ça comme ça, là, puis ça a l'air d'un gros à n'importe quoi. C'est pourquoi? Bien, c'est parce qu'il n'y en a pas de lien entre la qualité de vie puis le fait de vouloir des enfants ou pas, ou l'impact de la NF1 sur notre désir d'avoir des enfants. Là, si on regarde, par exemple, quelqu'un qui a scoré 5 dans le score de qualité de vie, bien, il y en a qui avaient une inquiétude de 0 sur 10 d'avoir un enfant, d'impact sur leur désir d'avoir des enfants. Il y en a qui c'était 2 sur 10, il y en a qui c'était 3-4 sur 10, puis il y en a qui ça allait jusqu'à 9-10 sur 10. Donc, pour le même score de qualité de vie, mais c'est pas tout le monde qui qualifie l'impact de la NF1 de la même façon. Puis on peut pas se dire, si c'est moins sévère, on est moins inquiet. Ça ne vaut pas du tout, là. Puis même si c'est plus sévère, ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement très inquiet. Si on prend, par exemple, le participant ici, qui a un score là, dans les plus élevés de ce qu'on a vu dans notre cohorte, qualifiait quand même son inquiétude, l'impact d'avoir un enfant atteint de 2 sur 10. Donc, on ne peut pas se dire nécessairement là, qu'on fait un lien entre les deux. Puis ce qu'on conclut, c'est que peu importe la sévérité, mais il peut y avoir un impact d'avoir des enfants, sur le désir d'avoir des enfants. Donc, même pour les patients avec la NF1 qui disent, bon, ben moi, je n'ai pas nécessairement besoin de suivi parce que c'est pas super sévère, ça ne m'affecte pas beaucoup.
ben ça peut être quand même, la question du projet de famille peut quand même être là pour ces patients-là. Puis c'est sûr que ce serait pertinent pour eux, là, s'ils veulent, au moins d'avoir le conseil génétique pour discuter de comment ils voient ça. Donc, au niveau de la qualité de vie de la famille, mais comme on s'y attendait, c'est super variable d'une personne à l'autre. Puis, on voit vraiment là, aucune corrélation, là, comme je viens de vous montrer avec la figure. Puis aussi, on avait regardé, là, est-ce qu'il y a un impact sur le score de qualité de vie, puis le fait d'avoir des enfants ou pas. Puis, pas du tout. C'était vraiment là, très similaire, là, la moyenne de qualité de vie pour les patients qui ont des enfants, puis la moyenne de qualité de vie pour les patients qui n'ont pas d'enfants. C'était très, très similaire. Là, on ne pouvait pas faire de lien avec ça. Alors, les conclusions qu'on tire de notre projet, nous, c'est vraiment que le projet de famille, le fait de vouloir des enfants, ça reste une réalité qui est complexe pour les jeunes adultes avec la NF1. Oui, c'est complexe pour n'importe quel jeune adulte là, qui se lance dans vouloir fonder une famille, mais on rajoute un petit peu une couche de complexité là, avec la NF1. Puis, pour nous, on voyait vraiment que la majorité de notre cohorte, de nos patients, voulaient poursuivre un projet de famille, puis ça, peu importe leur qualité de vie. Deuxièmement, ce qu'on voyait, c'est que les décisions reproductives sont vraiment hétérogènes, c'est indépendant de la qualité de vie. Nous, on n'a pas eu assez de monde là, qui avait vraiment utilisé ces options-là pour tirer des conclusions, mais de ce qu'on voit, là, ça semble vraiment là, disparate là, entre les participants. Puis, parmi là, les sujets qu'on avait regardés, mais qu'est-ce qui est inquiétant dans le fait de fonder une famille dans le contexte de la NF1? On voit que l'inquiétude d'avoir un enfant atteint, c'est quand même assez élevé, même si on va quand même vouloir avoir des enfants. Puis au niveau du suivi médical aussi, de la variabilité de la condition, de la prise en charge à long terme, c'est toutes des choses là, qui revenaient, qui étaient fréquentes là, chez vraiment la plupart des gens. Alors, ce projet-là, c'est une traduction en anglais. Là, grâce à la NFQ, j'ai réussi à le présenter au congrès du Children's Tumor Foundation à San Francisco au mois de septembre. On a vraiment eu des bons commentaires là, sur cette étude-là, d'autres cliniques là, qui voyaient un petit peu des effets similaires. C'est sûr que la prochaine chose qu'on aimerait voir, nous, c'est comment est-ce qu'on peut implanter ça là, dans une clinique de NF1. Donc, justement, là, nos perspectives, c'est à peu près la même chose, mais nos perspectives, là, c'est de voir, est-ce qu'on va avoir vraiment une clinique multidisciplinaire pour prendre en charge ces patients-là à l'âge adulte. C'est un petit peu notre but là, avec ce qu'on veut faire au CHUM. Puis, c'est ça. Ce qu'on fait à partir de maintenant, c'est qu'on voit est-ce qu'on peut donner des documents d'information. Je pense que la NFQ fait déjà une très, très bonne chose là, avec les journées NF, avec toute la documentation là, qui mettent à votre disponibilité. On veut aussi mettre en place la clinique NF1, puis c'est ça qu'on est en train de faire au CHUM. Là, je vais vous en parler tantôt. Puis, éventuellement, on veut être capable d'évaluer est-ce qu'avec ce qu'on fait, on vient d'améliorer un petit peu là, la prise en charge des patients NF, de voir est-ce qu'on est capable de voir est-ce qu'on a un impact là, avec ce qu'on fait. Donc, dans mon plan, on est rendu à parler de la clinique NF du CHUM. Là, je l'ai un petit peu amené par la bande. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vous en glisse un petit mot là, parce que je suis la seule qui pouvait représenter la clinique aujourd'hui. C'est Dr Antoine Duquette, que peut-être que d'entre vous connaissez, du CHUM, qui est un neurologue. Il y a aussi Dr Sarah Lapointe, qui est une neuro-oncologue, qui a travaillé dans des cliniques NF1 à Toronto et à San Francisco. Là, donc, il y a beaucoup d'expérience avec la NF1. Puis Dr Moujahed Labidi, qui est un neurochirurgien, qui voit aussi passer pas mal de patients NF dans la clinique, qui avait envie de s'impliquer avec nous. Puis il y a moi-même, puis Laura Nunez, une de mes collègues, qu'on est deux conseillères en génétique. On s'alterne à la clinique NF1. Puis notre but, c'est d'offrir une prise en charge spécialisée puis un point de contact pour les adultes avec la NF1 dans la région de Montréal. C'est sûr qu'on ne peut pas prendre en charge tout le monde. Il y a aussi Dr D'Agostino qui fait un super bon travail à McGill pour ça aussi. Au CHUM, on avait encore des patients qui étaient vus principalement avec Dr Duquette, mais on n'avait pas de centre multidisciplinaire. S'il y avait des rendez-vous à avoir avec d'autres spécialistes, comme justement un oncologue ou un neurochirurgien, ça faisait plus de rendez-vous pour vous. Puis nous, notre but, c'était vraiment d'essayer de rassembler ça tout à la même place, puis que vous sachiez là, que vous ayez un point de contact avec à qui poser vos questions. Donc ça, je n'en parle pas trop parce qu'il va y avoir un lancement officiel probablement au printemps 2020. On n'a pas de date encore. Là, la clinique, en tant que telle, elle est en roulement depuis le mois de juillet cette année. On fait une clinique par mois là, les lundis. Puis ça dure toute la journée. Là, on commence à 8 heures puis on finit à 4 heures.
Mais on est encore quand même en roulement, on est en train de mettre ça en place. Donc, peut-être qu'il y a d'entre vous qui sont passés par là. Vous allez voir qu'on est encore en train de s'ajuster. Puis, on va être toujours ouvert là, aux commentaires pour pouvoir améliorer là, tout ce qu'on fait. Puis comment ça fonctionne? En gros, ben, le premier rendez-vous, ça va toujours être un rendez-vous de 60 minutes où là, on va faire un bilan, les médecins vont faire l'examen physique. Puis lorsque c'est possible, on essaie que vous rencontriez les 3 médecins de la clinique, donc Dr Duquette, Dr Lapointe puis Dr Labidi, pour au moins là, reconnaître les visages puis savoir là, qui fait partie de la clinique. Puis après ça, ben, rendez-vous de suivi, ça peut être après 6 mois, ça peut être 1 an ou ça peut être plus, là, ça va un petit peu dépendre du besoin puis de ce que le médecin veut suivre là, chez vous. Puis ça, d'habitude, c'est des rendez-vous qui vont durer une trentaine de minutes. Ça peut être plus court. Si jamais il n'y a pas de questions, on veut au moins avoir un petit point de contact et dire, bon, mais comment ça va? Où est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Est-ce qu'il y a des nouvelles inquiétudes? Est-ce qu'on veut ajouter la médication? C'est tout ça là, qu'on veut regarder à ce moment-là. Puis, en tout temps, mais il y a toujours la possibilité de rencontrer la conseillère en génétique qui est la plupart du temps là, qui va être moi ou Mme Nunez, mais ça se peut que dans le futur, ce soit d'autres gens là, qui s'impliquent dans cette clinique-là pour répondre aux questions, pour prendre le temps un petit peu de discuter, de parler d'inquiétudes. Puis là, oui, aujourd'hui, on a parlé du projet de famille, mais il y a d'autres choses là, qu'on peut faire en conseil génétique. On peut parler, oui, du test, mais des inquiétudes de d'autres membres de votre famille aussi. Là, on peut tout parler de ça. Oui. Le taux de transmission, ça fait La 60% des gens qui ont la neurofibromatose de transmettre à leurs enfants? C'est une super bonne question. C'est 50%. C'est vraiment moitié-moitié, là. Parce qu'avec la neurofibromatose, je ne l'ai pas dans ma présentation aujourd'hui, mais comme c'est une maladie génétique qui se transmet, ce qu'on dit de façon dominante, on va avoir dans notre ADN, là, on va avoir une copie de notre ADN qui est normale, puis on va avoir une copie qui a une petite erreur, qui fait qu'on a la neurofibromatose. Sauf que quand on a des enfants, on va transmettre seulement une de nos 2 copies. OK? Donc, si on se dit qu'on en a une qui est normale puis une qui a une petite erreur, mais soit on va avoir transmis la copie qui n'a pas la petite erreur, ce qui fait que l'enfant n'aura pas la neurofibromatose, soit on va avoir transmis la copie qui a la petite erreur génétique qui fait que là, oui, on a transmis la neurofibromatose. Puis ça, c'est vraiment 50-50, c'est une chance sur 2 pour n'importe quelle grossesse pour quelqu'un qui a la neurofibromatose. Ça répond à votre question? Oui. Donc, ça fait un petit peu le tour là, pour moi, ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. C'est sûr que notre projet avait beaucoup plus de résultats que ça, que je n'étais pas en mesure de parler avec vous aujourd'hui. Mais ça se peut qu'on se revoie là, dans le futur pour parler du reste, puis vous reparler de la clinique NF là, en espérant que ça puisse être bénéfique pour vous, parce que notre objectif, c'est vraiment de vous offrir à vous là, la meilleure prise en charge possible.